important du mandat du président de la République. On a parlé de la sécurité. Pour revenir rapidement à l'éducation, vous savez, la sécurité aujourd'hui, un État fait toujours face à 4 types de menaces. Le sabotage, la subversion, le terrorisme et l'espionnage, auquel le président de la République, lorsqu'il a réfléchi aux problèmes sécuritaires de la République, lorsqu'il a fait les multiples voyages à l'Est, mes camarades ici autour de moi l'ont accompagné à l'Est, le président avait présenté 3 axes pour la sécurisation et la pacification de cette partie de la République. Le premier axe, le président privilégie le dialogue communautaire parce qu'il y a des conflits qui ont des origines exogènes et endogènes. Les origines exogènes, on a vécu en 1994, toute une nation s'est déplacée avec logistique armée, aspect de la vie nationale de la nation à l'époque de la guerre au niveau du Rwanda en 1994. Alors ces cultures qui se sont mélangées nécessitent qu'il y ait un dialogue communautaire. Il a privilégié dans un second axe que l'on puisse avoir le dialogue, la diplomatie régionale. Toujours sur base des mêmes causes exogènes et endogènes, le président aujourd'hui se déploie dans plusieurs activités régionales, dont le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, et même le conflit à l'interne doit être adressé à nos voisins, parce que nous avions, logiquement parlant, les conflits exogènes se sont importés chez nous sans que nous puissions les inviter. Et le troisième axe, c'était le renforcement de nos capacités sécuritaires. Pour preuve sur terrain, nos forces armées, nos femmes et hommes en uniforme sont en train de produire des résultats. Rapidement à l'éducation, je vais avoir une approche sociologique sur l'éducation, parce que l'aspect a été abordé dans plusieurs angles avec mes prédécesseurs dans la prise de parole. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat qui a été quasi inexistant chez le Congolais moyen, avec cette mesure de la gratuité de l'enseignement. Prenez un exemple, dans une famille où un couple a 3 à 4 enfants à bas âge, avec cette mesure de la gratuité de l'enseignement, où vous pouvez prendre 4 enfants, ou peut-être il y avait ce qu'on appelle un délestage scolaire. Ce délestage scolaire favorisait peut-être un groupe d'enfants qui devaient aller à l'école et les autres rester pour nous afin d'équilibrer le pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, avec cette mesure de la gratuité, un couple peut prendre tous ces 4 enfants à bas âge, il le met à l'école. Un autre aspect social. La rémunération de l'enseignant, lui, un autre aspect. Vous savez, on ne peut pas résoudre tout à la fois. On va aller secteur par secteur au sein de la gratuité de l'enseignement, au niveau des salaires, mais aujourd'hui, pour réussir cette gratuité de l'enseignement, il faut commencer à identifier les zones désertiques scolaires. Les zones désertiques scolaires, ce sont des zones urbaines à travers lesquelles on ne peut pas scolariser les enfants facilement. Il faut commencer à y mettre les infrastructures pouvant accompagner cette mesure de la gratuité pour que la République, dans sa diversité, puisse produire des femmes et hommes qui vont continuer cette œuvre de la nation commencée par nos pères en 1960. Monsieur Lokabanga, que répondez-vous à ceux qui disent que cette gratuité de l'enseignement devait y aller par étapes et que c'était quand même un peu trop précipité? Moi, je crois que d'abord c'est une réponse du chef de l'État, c'est une promesse qui a été électorale qu'il est en train de remplir. Première chose. Deuxième chose, vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il faudrait savoir commencer. Quelque part. Je crois que le chef de l'État a pris ce courage avec, je rappelle ici, comme l'a si bien dit l'un de mes collègues, avec des fonds internes. L'argent n'est pas venu de l'extérieur. C'est avec nos propres ressources que nous avons lancé ce programme. Et plus loin, étant donné que ce programme a été compris, parce qu'il a été réfléchi, il a été expliqué à nos partenaires, en multi ou en bilatéral. Vous avez vu les institutions de Bretton Woods qui sont venues en aide, en appui à cela. Ceci démontre quoi? Premièrement, que le chef de l'État a pu faire sortir la RDC d'un isolement. On ne faisait plus confiance, mais face à une bonne gouvernance, face à des actes concrets posés, qui, si je rappelle, vous plaignez que les professeurs ne sont pas encore rémunérés décemment, mais oui, on a parlé de coulage dans cette émission.
le chef de l'État veut aller plus loin, veut aller rechercher, colmater toutes les brèches, d'où fuitent ces Mia. Puis près de nous, on a eu le procès de Sonjou, qui était vraiment un grand projet. Vous allez revenir. Merci. Donc la volonté du chef de l'État ici, c'est de pouvoir chercher à avoir des moyens en interne pour que, ceci n'est que la première phase, parce que pour lui, dans son entendement et dans sa volonté, c'est que la gratuité d'enseignement ne sera pas simplement au niveau des écoles primaires, mais on doit aller jusqu'au secondaire. Et pourquoi pas soutenir, je crois que dans ce pays, on a connu à l'époque, l'État congolais qui était capable de soutenir les universitaires. Il y a eu des bourses d'études, donc nous ne pouvons que revenir là où nous étions à un certain moment. Et j'en ai un discours. Le chef d'État fustigé en parlant de l'histoire. Qu'est-ce qui nous a mené à être là où nous sommes aujourd'hui? C'est la classe politique. Merci, il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi le système. C'est la réponse du chef de l'État. Je ne commenterai pas longtemps, mais je crois qu'il a eu dans son discours fustigé complètement la classe politique, certes, mais également remercier tous ceux qui ont combattu depuis 60 jusqu'à ce jour, ces martyrs qui ont voulu ce changement. Et puis près de nous, je crois que, j'espère qu'on y reviendra, il y en a d'autres qui se sont levés toujours pour que cette nation puisse aller de l'avant et que le respect de la Constitution en soit. Et je crois qu'en tant que garant de la Constitution, c'est de son devoir de garantir aux enfants congolais la possibilité d'aller à l'école et d'aller dans de bonnes écoles. Question au moment, avant de passer au volet justice, très rapidement. Prolonger ce qu'ils ont dit par rapport à l'enseignement, en n'oubliant pas que parmi les efforts qui ont été fournis par le gouvernement congolais, on a quand même réussi à mécaniser, je crois, autour de 90 000 nouvelles unités qui étaient complètement oubliées. Vous avez le même secteur de la santé. Exactement. Mais j'insiste aussi, il ne faut pas simplement se dire on a amené plusieurs millions d'enfants, ce qui est une chose exceptionnelle, mais ça a posé aussi les problèmes pour les infrastructures d'école, le chef de l'État l'a relevé hier, mais également, il faut voir qu'avec l'afflux des enfants, on est un peu plus d'enseignants, et donc ça peut rejaillir sur la qualité de nos enfants, mais ce sont des secteurs sur lesquels on a des jumelles bien pointées. Juste cette... Merci Kassoumena. Réforme de la justice, procès 100 jours. Le président de la République a mentionné cela dans son discours. C'est le sujet, le prochain sujet que nous allons aborder juste après que nous l'ayons entendu. Extrait. Comme je m'y étais engagé, l'établissement d'un État de droit est en marche dans notre pays. Le citoyen congolais a retrouvé la pleine jouissance de ses libertés fondamentales, de manifester, de résider dans son pays, de ne pas être arrêté pour des raisons politiques. La justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées l'ont été au prix de sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation. La justice est pour un état de droit ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. En considération de ces éléments, je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice telle que prévue dans notre Constitution, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le pouvoir régalien de nomination des magistrats, la gestion du pouvoir judiciaire confiée au Conseil supérieur de la magistrature et bien d'autres. La lutte contre l'impunité
contre la corruption et les antivaleurs constituent les éléments centraux de ma stratégie, sans lesquels tout réel espoir de changement est impossible. Mais dès lors que nous avons en toute conscience choisi de privilégier la réconciliation nationale pour mieux construire l'avenir et préserver la paix, la lutte contre l'impunité ne doit en aucun cas se transformer en vengeance ni en chasse aux sorcières. De même, aucune réconciliation crédible ne peut être envisagée si nous continuons avec les pratiques anciennes de la corruption, de la ruse et du crime. L'engagement que j'ai pris devant vous, devant ma conscience et devant Dieu, c'est de donner la chance à tous les Congolais, sans exclusive, d'envisager l'avenir en toute liberté et en toute quiétude, mais sur de nouvelles bases morales. En aucun cas, cet engagement ne peut signifier la poursuite de l'impunité. M'inspirant des Saintes Écritures, mon objectif n'est pas de voir les méchants périr, mais plutôt qu'ils changent, qu'ils soient sauvés et que le pays tout entier s'en réjouisse. À défaut, ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Monsieur Taylor, je vous ai vu arborer un sourire quand j'ai annoncé ce sujet de la justice. Le président de la République a dit que la justice est pour une nation, c'est que le sang est pour le corps humain. C'est très fort comme message. Merci beaucoup Guy Matombo. Je voudrais rappeler que j'étais chargé des missions du ministre de la Justice et du droit des humains, plutôt Jean Bambi. Et donc j'aime la justice, je crois en la justice. Je considère par ailleurs que c'est par la justice que les nations civilisées vivent, protègent les droits et libertés. Je crois en une justice juste, cette justice qui permet à chacun de vivre en toute quiétude. Et donc, d'être protégé. D'être protégé lui-même, et c'est bien. La protection étant à la fois matérielle et personnelle. Mais aussi une justice qui garantit les investissements. Il n'y a pas d'investisseur. Lorsque la justice boite ou boitille, lorsque la justice ne produit pas, disons, des décisions qui soient, si vous voulez, fondées sur la rationalité des faits. Pas de décisions inventées ou fabriquées, ou rendues sur des motivations financières ou de facilités administratives. Et donc il faut ici dire que le président a une vision nette de l'état de droit. L'état de droit, selon le chef de l'État, est un état dans lequel tout individu est soumis à l'autorité du droit. Justement, monsieur, parlons justement on parlait des réformes, nous allons être dans le discours. La proposition de loi, Sakata, le président dit que des réformes doivent être dictées non pas pour assurer la sécurité d'une personne, d'un groupe de personnes, mais par souci d'apporter plus d'efficacité au fonctionnement de la justice. Et ça dit que le président de la République s'est clairement prononcé au sujet de cette actualité brûlante. Bien sûr que le président de la République ne pouvait pas louper l'occasion de mettre un avis, non pas un avis, de donner une orientation comme le garant du bon fonctionnement des institutions. Les projets de loi, Nina Sakata Gari, qui sont tous des collègues de la faculté de droit, je dois avouer que le professeur Gari Sakata était l'aîné. Nina je suis son précédent, j'ai été professeur en 2015, il a été 2 ans après, et donc je le rappelle ici que je suis son aîné, tout au moins sur le plan des facultés. Et donc, il y a un problème dans une conjugation législative. Lorsque l'on propose de loi, la boussole, la guidance, c'est la Constitution. Pourquoi? Parce que toutes les lois doivent tirer leur existence dans la Constitution. Autrement dit, les lois, même dans leur conception, ne peuvent être cohérentes que lorsqu'elles n'énervent pas les dispositions constitutionnelles. Les propositions de loi... C'est que ce projet de loi énerve et viole la Constitution. Je vais vous le démontrer par un petit exemple. Très rapidement, Très rapidement, dans ce proposition de loi, il est prévu que le ministre sera désormais détenteur d'une injonction positive lui permettant de mettre fin à une enquête
de sanctionner un magistrat lorsqu'il serait lui opposé à l'enquête ainsi ouverte. C'est de l'élection. Ça viole un principe simple, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Prévu et garanti par l'article 149 et 153 de la Constitution. Mais pour le procès de 100 jours, c'est quand même le ministre de la Justice qui a... Je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est une injonction positive? Elle est différente de l'injonction d'ouvrir une enquête. Une injonction est dite positive lorsqu'elle permet à l'autorité qui l'instrumentalise, qui la met en mouvement, de pouvoir apprécier et sanctionner la personne qui ne l'applique pas dans la philosophie et la feuille de route qu'il décrit. C'est qui est un danger grave. Et donc, pour revenir aux propositions de loi, ces propositions de loi donnent au ministre ce pouvoir-là. On va revenir à vous. Mais je voudrais dire, parce que c'est juste très rapidement. J'ai une parole à clôturer par rapport à la question. Le ministre, dans cette proposition de loi, sera désormais reconnu disposant du pouvoir de nommer des magistrats provisoires. Concept nouveau. Ma foi, mais comment peut-on imaginer dans une république qu'un ministre soit doté du pouvoir de nommer, de créer des magistrats dits provisoires? Donc c'est des inventions totalement contre-légales, totalement assassinatoires de la Constitution et qui ne peuvent pas être acceptées lorsque nous avons enregistré des avancées après plusieurs sacrifices. Vous savez, nous venons de très loin. Pour arriver là où on en est aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont morts et nous sommes pas prêts à accepter une immixtion dans le fonctionnement judiciaire. Qu'est-ce que vous ne reprochez pas à ce projet de loi? Bon, moi je ne veux pas me lancer dans un débat juridique. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la posture du président de la République. C'est en sa qualité, en sa double qualité d'abord de magistrat suprême, et puis du garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il vient donner pratiquement une réponse sans atermoiement, sans fioriture, à un débat qui était en train d'amener le pays vers vers une crise, disons-le comme cela. Et donc le chef de l'État, dans sa posture de garant de la nation, a donné sa lecture, et donc il est hors des questions maintenant, parce que ça a été prouvé par les juristes, il est hors de question aujourd'hui d'aller vers une réforme qui va d'abord dans l'encontre des intérêts de la nation. C'est qu'on n'en discute plus au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, il est clair, le chef a été clair à ce sujet, et donc... Alors, je viens d'entendre que le chef de l'État doit être le bon garant du fonctionnement des institutions. Est-ce que cette parole du chef de l'État interdit à l'Assemblée nationale, une institution démocratique, dans la mesure où il est le garant du bon fonctionnement des institutions? C'est une orientation, et je crois que ça vaut force de loi. Voilà, je l'ai dit, c'est clair. Le chef a été clair à ce sujet. Je voudrais rappeler à notre conscience collective qu'il y a quelques années en arrière, nous avons eu un cas qui peut faire aujourd'hui cas de jurisprudence, si je m'explique. Je crois que c'est les députés qui émanent de la volonté exprimée dans les urnes par les personnes qui les votent, devraient, ils sont en mission pour trouver des solutions, édicter des lois qui permettraient à ce que la société, dans sa globalité, puisse avancer. Ici, spontanément, sans qu'il y ait une main d'un parti politique ou autre chose, on a vu que la paix sociale, non pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres villes, a été perturbée. Blessures, cas de casse et autres. Nous nous sommes engagés résolument, d'ailleurs le chef de l'État qui l'a bien dit, que, et vous l'avez dit au départ, que l'État de droit est son programme fondamental. Justice pour tous, justice égale pour tous. Mais si une loi, ou une proposition de loi, a en son sein des germes qui peuvent créer un désordre ou perturber la paix, je crois que le garant des institutions, il a si bien dit, orienté pour dire, pas question ici que l'on puisse avancer, mettre à l'avant-plan des lois qui protégeraient une personne ou un groupe de personnes par rapport à des faits qui auraient été commis. Je crois que c'est clair, et si
ceux qui sont derrière cette loi, qui par ailleurs est entachée de beaucoup de certaines irrégularités, comme on a pu le voir. C'est la raison pour laquelle il est examiné au niveau de la commission PAJ. Puisqu'il y a des imperfections, des irrégularités, je crois qu'on ne peut pas laisser cette institution démocratique examiner cette proposition de loi de la manière la plus démocratique qu'ils sont. Cher ami, je crois que tous, l'opinion nationale ou internationale, attendent de connaître la suite peut-être d'interpellation de ce qu'a été le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je crois que c'est un signal un peu clair. Nous voulons ici une justice qui soit indépendante. Mais pourquoi y a-t-il eu cette interpellation? Qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce qui va venir derrière? Est-ce qu'il y a une immixtion, une main noire? Bref, ceci nous démontre à bon essence que cette proposition ne nous amène pas vers un progrès du point de vue collectif, mais plutôt, comme l'a dit le chef de l'État, en revisitant l'histoire, il nous a donné des moments où, au lieu que les hommes politiques, au lieu que les responsables prennent des décisions qui devaient avoir un caractère général, se sont avancés à prendre des décisions qui ont été les leurs et le pays a reculé. Mais aujourd'hui, 60 ans après, nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs. Il a dit avancer. M. Kabbalah, c'est nous. Vous savez, j'aime beaucoup cet échange et je sais que je ne suis pas juriste, mais nous avons certaines notions de droit dans certains cursus que nous poursuivons dans nos vies. Vous savez, l'état de droit est une discipline juridico, politico et philosophique qui a une certaine prééminence sur le pouvoir politique. Vous savez, ici à ma droite, il y a un éminent juriste, à défaut de me contredire, me complétera, parce que j'aimerais bien être complété dans ma connaissance de certaines notions de droit, qui voudrait dire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, lorsqu'on parle de la prééminence de l'état de droit sur le pouvoir politique, le père fondateur de certains principes de la séparation nette de pouvoir au niveau international et universel. Je cite le plus célèbre, Montesquieu, il y a quelques jours, en rapport avec ce qui se passe au sein de cette République, la cogitation qu'on a remarqué à travers ces 3 propositions de loi démontre clairement du 17e et 18e siècle, Montesquieu était en train de se retourner 1000 fois dans sa tombe. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Et au niveau national, je cite l'un de célèbres également, Étienne Tshisekedi Lumumba, qui était en train de se reposer paisiblement dans sa tombe, qui a commencé aussi à se retourner. Heureusement, le temps a été arrêté depuis hier à travers le discours du chef de l'État du 30 juin, qui a permis à ce que ces 2 consciences, ces 2 mémoires qui se reposent en paix, de ne plus continuer à se retourner. Parce que, en tant que garant de la nation, il s'interpose face à cette injustice. Ici, j'aimerais rappeler une chose. En tant que fils que nous sommes, lorsque ton père ou ta mère et se permet même de commencer à le déshabiller en partie, qu'est-ce qu'un fils ferait? Il ne peut que réagir malgré qu'il n'a pas la force. Et là-dessus, je parle de l'article 69 de la Constitution. Si aujourd'hui on prenait les prérogatives qui sont celles du chef de l'État pour les subtiliser d'une manière très intelligente et les donner à une autre personne, vous allez créer une concurrence, une compétition entre les chefs de l'État et son subalterne, qui est le ministre de la Justice, et en même temps violer le principe sacro-saint d'intangibilité, de non-violation de l'article 220 en son premier alinéa. Je termine, je chute. Juste pour, quand on parle de la forme de l'État, de la séparation du pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire, la prééminence de l'état de droit, ces 2 pouvoirs ont jugé que si on le laisse être géré par nous, l'exécutif et le législatif, nous aurons des sentiments personnels et on doit le concéder à un 3e pouvoir qui fera le travail d'une manière rationnelle. Très bien. Jean-Pierre Lafana, c'est un